bienvenue pour ce nouveau webinaire Second Souffle, webinaire du vendredi. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi. On y va donc pour vous présenter brièvement l'association Second Souffle. Nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté dès les premiers signaux d'alerte. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations et nos webinars. Après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 36 villes en métropole et en outre-mer. Et nous sommes reconnus d'intérêt général. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinar. Donc, vous avez sur la droite, en bas, deux onglets, deux icônes. L'icône chat pour discuter entre vous, entre nous. L'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions. Sinon, les questions se perdent dans le fil du chat. Et puis, sur la gauche, en bas, vous avez un lien si vous avez des problèmes techniques. Et puis également, au milieu, vous avez deux icônes. Un pour mettre en plein écran, pour voir encore plus grand. Et puis un deuxième pour réagir à ce que l'on dit, à ce que l'on écrit, avec des emojis. Et donc, quand vous cliquez dessus, ça fait ça. Vous voyez ? Voilà. C'est beau. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christine Claire et on va vous parler de cybersécurité. Bonjour Christine. Bonjour William, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dis-moi. Déjà, présente-toi brièvement, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Écoute, bonjour à tous. Donc, j'ai travaillé durant 25 ans dans le secteur bancaire, en formation, en développement d'actions commerciales. Et puis, dans le cadre d'un second souffle, j'ai créé donc une activité de formation dédiée principalement à la cybersécurité, aux fraudes externes, qui sont des fléaux des temps modernes. Pour mieux comprendre et améliorer les comportements de nous usagers, comme William, celui qui se trouve entre la chaise et le clavier. Sinon, un peu parler de moi, j'aime la moto, les voyages et le bénévolat. Voilà, donc un petit tour comme ça. Ouais. Bon, la moto n'est pas là, elle n'est pas dans le salon. Très bien. Donc, comme je vous l'ai écrit, comme on vous l'a écrit avec Christine, le facteur humain, c'est un élément principal pour les risques. Donc, on va vous en parler. Et c'est toutes ces petites astuces qu'on va vous parler aujourd'hui, elles sont valables aussi bien pour votre entreprise, titre professionnel, que dans votre vie de tous les jours. Donc, je partage les slides, Christine. Ok, avec plaisir. On est parti donc pour max 45 minutes. On va respecter le temps. Le programme va se faire en 3 temps. On va dresser un rapide état des lieux et un panorama des 2 principales menaces actuellement. Vous pensez bien qu'avec ce timing, on peut pas rentrer dans tous les détails. Donc on va surfer. Et puis bien sûr les principales clés de la sécurité, ce qu'on appelle dans notre jargon les gestes d'une bonne hygiène numérique, comme on nous a appris à regarder à droite et à gauche pour traverser une rue. Il y a des principes aussi de précaution, de protection dans nos usages numériques. Comme on nous a appris à mettre du gel hydroalcoolique et à mettre un masque. C'est ça, tout à fait. On nous a appris, par exemple, à fermer les volets avant de partir en vacances et de fermer sa porte à double tour. Là aussi, il y a des choses qui sont à connaître, plus ou moins complexes et dont une grande partie dépend de nous, usagers. Donc, on vous livrera ces recommandations en 3e partie. On a voulu, avec William, vous donner quelques idées reçues. On entend encore beaucoup, parce qu'il y a une prise de conscience du risque qui est important.
on entend de plus en plus parler et il y a des actions menées même au plus haut de l'État. Mais il y a encore des idées reçues, notamment pour nous, petites entreprises, PME ou auto-entrepreneurs, notamment, qu'est-ce que vous voulez, mes données intéressent personne. Moi, ça, c'est un truc que mes filles me disent régulièrement. Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne me chercher? J'ai rien sur mes comptes. Et puis la protection des données, les données, c'est quoi le patrimoine informationnel de ma boîte? C'est pas ma responsabilité, c'est le job de mon prestat. Non, tout ça c'est faux. Vos données intéressent un grand nombre de cybercriminels 2.0 comme je les appelle. Pourquoi? Parce qu'elles ont une vraie valeur, une valeur marchande et une valeur d'exploitation. Donc on peut pas, si on fait un parallèle, je dis souvent c'est comme c'est le nouvel or noir, comme le pétrole l'a été à une époque. Et ces données, ces fichiers de nom, prénom, d'email se revendent quelques dollars sur un marché noir ou pas noir, dark web ou pas. Et donc il y a une vraie, des vraies organisations qui les exploitent. Et non, la protection des données, c'est pas uniquement de l'informatique, des solutions techno complexes, compliquées. Dans 80% des cas, nous sommes responsables, et je veux pas nous stigmatiser, nous usagers, mais par mégarde, manque de vigilance et manque de prévention. On oublie des mises à jour et autres, et donc on a un rôle à jouer plein et entier. Voilà en quelques mots les idées reçues qu'on voulait vous partager. Alors maintenant, passons. Oui, tu voulais rajouter, William? Je voulais juste raconter l'anecdote d'une personne que je connais qui est auto-entrepreneur, en micro-entreprise. Elle a une activité qui tourne bien et l'été dernier, son site internet a été piraté. Et voilà, elle s'est dit la même chose que beaucoup de gens se disent. Moi, de toute façon, j'ai pas besoin de me protéger plus que ça. J'ai une petite activité, ça intéresse personne. Voilà, son site a été piraté, on lui a réclamé de l'argent, évidemment, ce qu'elle n'a pas accepté. Mais le problème, c'est qu'elle a dû refaire tout son site. Et donc, il y avait pas mal de données qui étaient perdues. Et faire ça en plein mois d'août, il faut trouver un webmaster pour lui faire. Au final, ça lui a coûté 15 000 € pour tout refaire. Voilà. Oui, tout à fait. C'est un exemple concret que nous partage William et qui montre, comme on le verra dans la slide du fameux iceberg, les coûts directs et indirects des attaques et les montants moyens qu'on peut y perdre, alors que notre objectif, nous entrepreneurs, c'est d'aller chercher de la croissance, donc se faire entre guillemets bouffer 10 000, 100 000 sur nos activités, ça fait très 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 mal pour un artisan, un commerçant ou des structures de ma taille. Et puis les données sont sécurisées. Alors oui, plus ou moins, même parfois il y a quand même des failles de sécurité parce qu'on oublie de faire les mises à jour qui sont proposées par les fournisseurs d'accès. Mais dans le cadre du RGPD, qui nous concerne tous dès lors qu'on a un fichier client dans nos bases de données ou un bulletin de salaire à traiter, on est responsable du mode et du lieu de stockage, bien sûr selon leur criticité. Si je suis membre de la SPA, association et bénévole, les photos des chiens et des chats, vous comprenez bien que c'est moins critique comme donnée qu'une donnée santé d'un client. Voilà, je prends pas trop de temps sur cette partie. On va rentrer dans le vif du sujet avec un zoom sur l'état des lieux. Qu'est-ce qu'on entend par cybercriminalité et quelles sont les cibles des cyberattaquants. Donc la cybermenace, la cybercriminalité, c'est par définition, là j'ai repris la définition qu'on va trouver dans la slide suivante, William, une infraction pénale qui est commise via les réseaux informatiques et notamment
Internet. On connaît tous donc les fraudes classiques. Eh bien là, c'est le vol, les abus de confiance, l'usurpation d'identité, la fraude, bien sûr, aux moyens de paiement, aux faux ordres de virement et autres. La motivation des criminels 2.0, c'est essentiellement une motivation financière. Arrive en deuxième position la partie espionnage, vol de brevets et autres. On est tous concernés. Vous voyez que les targets va du particulier à l'entreprise en passant par les États et les collectivités locales. On se souvient malheureusement des attaques massives par un des modes opératoires qu'on va creuser tout à l'heure, le ransomware, le rançongiciel, qui a concerné des mairies. Angers en a été victime avec plus d'un mois de blocage des systèmes, l'hôpital de Villefranche et bien sûr malheureusement des entreprises quelles qu'elles soient les tailles. Pourquoi, quelle que soit sa taille? C'est qu'ils achètent des fichiers, donc ils font des opérations, on va dire, comme on faisait du publipostage durant ma jeunesse. Ben là, on achète des fichiers, on balance des attaques massives, même pas ciblées. L'argent facile tombe. Donc, on n'est pas prêt de voir cette forme de cybercriminalité s'arrêter. Il faut noter pour la deuxième année consécutive que la cybercriminalité, donc ces infractions pénales définies plus haut, arrivent en peloton de tête, hein, William. Tu te rends compte que ça arrive avant le détournement d'actifs, avant la fraude comptable, la fraude aux achats, qui étaient quand même des fraudes, on va dire, traditionnelles, et plus d'un tiers des fraudes externes sont des cybercriminalités, des escroqueries, des infractions de cette nature sur les réseaux. Alors, on vous a préparé un petit quiz, on va jouer un peu, même si le format, Encore une petite anecdote. Ouais. Christine. Oui. Christine. Oui. J'ai une petite anecdote pour tous ceux qui ont... Et je les entends d'ici, hein, ceux qui disent, mais avant Internet, on n'avait pas tous ces problèmes. Je voulais juste vous rappeler, ou vous dire, pour les plus jeunes, que dans les années 80, quand la ménagère de moins de 50 ans commandait ses articles sur La Redoute ou les Trois Suisses, elle remplissait un petit formulaire et au bas du formulaire, il y avait son numéro de carte bleue, date d'expiration et une signature. Ça, je peux vous dire, il n'y a pas plus facile à pirater. Hein. Ou les faux chèques, hein, les photocopies de chèques. Voilà, donc la criminalité a toujours existé. Avec Internet, ça simplement amplifié, ça va plus vite. Ouais, ça a explosé, l'ère du tout numérique. Alors, un petit quiz. Oui, un petit quiz. Oui, parce qu'on pourrait en parler des heures. Alors, selon vous, quel est le coût, l'impact pour l'économie mondiale? Oui. Alors, on est bien entre 3 000 milliards ou 6 000 milliards USD. Alors, soit vous répondez par le chat, soit on vous laisse 2-3 secondes de réflexion. C'est pour vous donner surtout une idée, un ordre de grandeur. T'as William, t'as une... Alors, on a un 6 000. Ouais. J'ai 2 6 000. Ça chauffe. Les autres ne se prononcent pas. Qui dit mieux? Il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Hein. Allez-y, lâchez-vous. Hein. Bon. Ouais, c'est 6 000. C'est 6 000 milliards d'US dollars. Donc, à l'échelle d'une économie mondiale, rendez-vous compte, ce cyber-risque et ses coûts directs et indirects, si c'était un pays, ce serait une troisième économie après les États-Unis. Donc, c'est énorme. On se rend pas compte. Je te laisse passer à la slide suivante, William. C'est quelque chose, même quand j'ai eu ces informations, je me suis dit, mais attends, ils se sont trompés ou pas? On parle de 6 000 milliards. Alors là, c'est tout risque confondu et tout coût direct ou indirect. On passe au suivant de petits quiz. Selon vous, combien de PME, alors là, au niveau du territoire français,
seraient victimes en France chaque année. On a 29% ou 43%. Là aussi, à l'aide du chat, vous pouvez répondre en prenant quelques secondes. Ah, alors là, c'est mitigé. Les réponses sont mitigées. Hein. Mais c'est ça qui est intéressant, William. Là, par contre, là, ils ne sont pas sûrs. C'est vrai. Alors, donc, il y a du 29% et du 43% réponse. On est 50-50. Eh bien, donc, je te laisse passer à la slide suivante et à la suivante. C'est 43%, en effet, qui, donc, 43% des PME ont été, et ont constaté un incident. Alors, à noter qu'une PME peut être concernée 5 fois dans l'année. Hein. En moyenne, c'est 1 à 5 fois. Et là, on ne parle pas de tentatives qui ont échoué. Ce sont des tentatives, des attaques qui ont abouti. Pourquoi comme le disait William, Second Souffle est en accompagnement de vos projets et dans la prévention. Eh bien, parce que cette nouvelle forme de criminalité, tu l'as très bien dit, ça existait avant, mais avec les moyens du bord, si j'ose dire. Comme Second Souffle vous accompagne et prévient, eh bien, il faut savoir que prévenir, c'est guérir, parce que ça va jusqu'à mettre en cause la survie des sociétés. On pense à Clermont-Pièce, une PME de 8 salariés qui a dû fermer ses portes à la suite d'une attaque massive où tous ses fichiers de prod, d'approvisionnement, etc. étaient bloqués. Certes, l'entreprise était un peu en difficulté, mais il s'avère que on peut les finalités peuvent être terribles pour nos entreprises françaises. Ce phénomène explose, donc avec 400% d'augmentation des tentatives de phishing et des tentatives d'attaque par logiciels malveillants, dont rançongiciel, dont les effets négatifs vont bien au-delà des pertes financières, comme on va le voir dans le schéma illustré dans la slide suivante. On a les enjeux avant. Avant il y a tu dois avoir, après ces chiffres, tu as la slide, William, de l'iceberg. Tu veux l'iceberg? Ouais, je veux l'iceberg. Voilà, je veux l'iceberg. Donc là, on voit que les cyberattaques ont des impacts énormes sur l'économie, avec à la fois ces coûts directs dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a une partie visible quand on me demande 50 000 euros pour débloquer une attaque par ransomware. Ça c'est du coût direct, mais derrière pour restaurer mon système, ce sont des coûts qu'on appelle indirects. On vous a résumé dans la slide suivante les impacts donc en 4 catégories, donc économique comme on vient de le voir, donc direct et indirect, des impacts bien sûr réputationnels quand un site internet marchand est bloqué pendant des journées, eh bien il y a une atteinte à l'image et les clients potentiels et prospects et les clients perdent confiance. Et ça va jusqu'à, bien évidemment, des impacts humains. On a vu des personnes aller jusqu'au suicide. Je pense à cet exemple d'un site de rencontre extra-conjugale qui a été attaqué, dont les données ont été volées, extorquées et mises sur la place publique avec nom et personne qui étaient sur ce site quand vous êtes marié, etc. Et on a connu des suicides dans ce cas et cet exemple de site internet de rencontre. Voilà pour les impacts. Donc les enjeux, on les aura compris. Il doit y avoir un petit bug sur nos, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave.
on voit qu'il y a des enjeux de croissance donc des enjeux de mieux structurer notre filière française. C'est aujourd'hui donc, et depuis 2009, ça commence à s'organiser avec la création de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des services d'information, oui, mais plus dédiée aux grands groupes, aux ministères, aux institutionnels et à 200 structures d'importance vitale pour l'État français. Il y a des enjeux réglementaires puisque la CNIL nous a sous loupe pour voir si on respecte bien la protection des données, notamment des données personnelles. Et puis il y a des enjeux de formation et de sensibilisation, comme on va le voir dans le slide suivant. On va passer à la slide. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je suis chef d'entreprise, auto-entrepreneur, j'ai des stratégies à mettre en place de développement, de croissance, des stratégies financières. Eh bien, il faut que je pense aussi à me sécuriser à la hauteur, bien sûr, des risques que je peux identifier en interne ou avec des auditeurs spécialisés. Et pour me sécuriser, on a 3 piliers indissociables. On pense souvent technologie, le pilier techno avec des pare-feux, des antivirus, des VPN, des tunnels en fait qui sécurisent vos flux de données. On pense gestion des risques avec la solution assurantielle, mais aussi avec des méthodes de management du risque et dans la famille cybersécurité. Vous avez donc la famille ISO 27000 qui nous donne des conseils pour organiser cette stratégie. Et on a le 3e pilier comme un tabouret qui est indispensable pour que le tabouret il tienne bien et il soit solide. Si je ne réfléchis que techno et gestion des risques, j'ai oublié un gros volet, l'utilisateur. Moins de 1% des salariés aujourd'hui sont formés au risque numérique, à la sécurité numérique, alors même que plus de 80% passent par eux, non pas par une volonté première de faire une action malveillante, même si il y a des fraudes qui peuvent émaner de l'interne. Dans la plupart des temps, c'est des erreurs, c'est des comportements un peu légers, on va dire, et on va détailler tout ça ensemble. Donc l'utilisateur, c'est votre premier maillon de défense, votre première ligne de défense, vous et moi. Faut qu'on et l'objet et merci à William d'avoir choisi ce thème. On est au cœur du sujet grâce à Second Souffle. Voilà, William. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, parce que je sais. Est-ce que tu vois l'heure qu'il est ? Je sais pas si est-ce qu'au niveau du temps, t'es bon ? On a jusqu'à 45, c'est ça ensemble ? Oui, ou voire même plus. Parce qu'après, je fais un barbecue, donc si tu veux venir, on te fait. Oui, mais je t'ai dit qu'à distance, le barbecue, moi, ça me va pas. Non. Alors, panorama des menaces, c'est pas une liste exhaustive. On a choisi spécifiquement de vous présenter les 2 principaux modes opératoires que sont le phishing, ou hameçonnage en français, et le ransomware. Alors. On va s'arrêter principalement sur l'hameçonnage. Moi, j'aime bien, je sais pas, William, si tu connais, nos cousins canadiens, ils appellent ça le filoutage. Le filoutage. Et je trouve que ça illustre bien ce que ça veut dire. Donc, arrêtons-nous quelques instants sur l'hameçonnage. Vous avez un petit dessin qui a une petite illustration qui a été dessinée par ma fille aînée et qui là aussi, comme le filoutage, est assez mémotechnique. Donc c'est une technique qui passe via les systèmes d'information Internet, qui va essayer de me faire croire que l'expéditeur est un tiers de confiance.
les impôts, un ami, donc une personne connue, on va dire. Et c'est une technique frauduleuse, quoi qu'il arrive. Ils font ça très très bien, hein. Les logos de la CAF, des impôts, PayPal a été aussi utilisé. Le vecteur principal, c'est le mail, mais pas que. Sachez que moi j'ai eu des tentatives par les réseaux sociaux par exemple, et qu'aujourd'hui les techniques sont de plus en plus affinées par les hackers et que nos pare-feux arrêtent la plupart du temps les tentatives, mais on en a plusieurs par jour. En tout cas, moi, j'en ai plusieurs par jour. Donc, l'objectif de l'escroc, c'est de nous inciter par des techniques, des messages incitant à aller très vite pour éviter de perdre de l'argent, par exemple, notamment de se faire rembourser de l'argent par les impôts, et nous inciter à communiquer des données personnelles, coordonnées bancaires, mots de passe, par le vecteur principal du mail. La technique aussi consiste à envoyer ce mail ou ce SMS ou ce message via les réseaux sociaux avec un lien. Et ce lien, il a un double effet qui se coule. Il a bien sûr la possibilité d'obtenir des informations, mais aussi, deuxième niveau de perversité, si j'ose dire, d'amener et d'introduire dans le système un logiciel malveillant, les fameux malwares, et mener une autre attaque, ou mener comme un peu les anciens cambrioleurs qui restaient tapis devant la maison pour voir les us et coutumes des habitants. Et bien là, ce logiciel, il est tapis, il fait pas de bruit. On en a connu un qui est resté 3 ans dans des dizaines, des centaines de systèmes d'entreprises pour identifier les modes opératoires des boîtes, les personnes, les process, les procédures, préparer une attaque d'ampleur. Et le dernier objectif, s'emparer de ces fameuses informations, données personnelles, pour derrière commettre d'autres actes frauduleux et notamment de la fraude identitaire avec de l'usurpation d'identité à la clé qui est un vrai cauchemar pour les personnes qui sont atteintes par cette fraude. Ouais, parce que je voulais rajouter aussi encore une anecdote historique. Pour ceux qui disent encore que tout ça, ça n'existait pas avant. Avant, ça existait aussi, et ça existe même encore aujourd'hui. C'est quand il y a des faux représentants d'EDF ou de police qui viennent frapper à votre porte. Voilà. C'est la même chose. C'est des gens qui se cachent derrière un masque. Aujourd'hui, ils se cachent derrière un email ou derrière un site internet, mais c'est une technique de base, en fin de compte, de la fraude. Qui persiste toujours, l'abus de confiance et qui vise. Alors, je veux pas stigmatiser plus de personnes que d'autres, mais la police judiciaire avec qui je travaille, mes interventions, notamment de fraude externe, indiquent sur des populations plutôt vulnérables, personnes seules, handicapées, il y a des vrais sujets toujours aujourd'hui. Et puis ces techniques, elles permettent aussi ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire que elles introduisent ce logiciel malveillant pour avoir ces informations, par exemple les dates de vacances du comptable, du directeur financier, et mettre en place, avec l'ingénierie sociale qui est à la fois de la technique à l'ancienne, s'adossant à l'Internet, en s'introduisant dans les systèmes et en préparant des fraudes, dont la fameuse fraude au président, qui est la plus connue. Mais l'heure tourne, on va continuer. Oui. Mais ce sujet est passionnant et fera peut-être l'objet, et je vous laisse revenir auprès de William si vous voulez qu'un jour on creuse plus spécifiquement. Les recommandations, une liste non exhaustive, issue des autorités qui font foi aujourd'hui sur le plan franco-français. Donc,
si je résume, c'est bon source et vigilance. Un mail inhabituel avec cette notion d'urgence, attention, si dans 48 heures vous répondez pas, bah, l'argent que les impôts vous doivent, c'est fini. Une incohérence du message et du contenu. On va le voir dans le prochain, prochaine slide. On verra que, bah, chère Madame Christine Claire @gmail.com, il est rare qu'un organisme s'adresse à un client, ou alors en termes d'expérience client, c'est pas terrible. Incohérence du message, c'est l'alternance du tutoiement, du vouvoiement, du contenu, les fautes de grammaire, c'est de moins en moins vrai. Mais ça reste possible. Et la fameuse adresse mail de l'expéditeur suspect. Tu as eu un cas, je crois, William. Oui. Et ton réflexe, ça a été quoi? Alors, c'est qu'en fait, je vais vous le montrer sur une boîte mail perso que j'utilise très rarement. Je vais grossir un petit peu, vous voyez bien. Voilà. Donc là, je reçois un mail de Lidl. Gagnez un robot, le robot KitchenMan, recevez-le aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai pas de compte Lidl, donc je trouve ça bizarre. Mais la première. T'as vu gagner Ganger le robot. Oui, Ganger, oui. Ganger. La première chose que je conseille. Ah, j'ai cliqué dessus. Oui, c'est malin. La première chose que je conseille à chaque fois aux personnes, c'est de regarder quelle est l'adresse mail expéditeur. Donc, par exemple, chez Orange, là, on voit pas, on voit simplement écrit Lidl. Mais si je clique sur Détail, ici, je vais voir que l'expéditeur, c'est lidl,shoes@dacla.jaralavo.fr. Donc, ça vient pas de Lidl. Sinon, ça serait lidl.fr ou lidl.com à la rigueur. Donc, déjà, je dis aux personnes que je connais, bah, déjà, si tu vois que ça vient pas de Lidl dans l'adresse mail, ce qu'on appelle le nom de domaine, donc ce qu'il y a après l'arrobase, c'est un faux. Il ne faut pas chercher plus loin. Mais j'ai eu un autre cas, et là, ils ont fait très fort parce qu'ils ont réussi à masquer l'adresse mail de l'expéditeur. Alors, je vous l'affiche. Voilà. Vous voyez, mise à jour des conditions générales d'utilisation, Direction générale des finances publiques. Bon. Si je fais détail pour l'adresse mail expéditeur, l'adresse mail expéditeur, elle est correcte. Oui. Donc là, très fort quand même. Bon, si on regarde maintenant le contenu de l'email, lettre d'information sur votre remboursement, bonjour. Alors, déjà, le logo, vous le voyez peut-être pas, mais moi, je vois qu'il est de mauvaise qualité, le logo de la Marianne. Suite aux opérations de régulation de la DGFiP et de vos montants des prélèvements compte tenu du montant de l'impôt. Déjà, si vous lisez la phrase, c'est pas très français. Compte tenu, tenu avec un E. Voilà. Réel à payer, voilà, qui arrive comme ça, sans majuscule. Enfin voilà, plein de petites erreurs comme ça. Et donc évidemment, si je veux cliquer, alors vous le voyez, ça c'est aussi un conseil. Hein, vous passez juste votre souris sur un lien. Sans cliquer. Et tout en bas à gauche de l'écran, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, vous allez voir un petit carré noir ou un petit carré gris qui clignote. C'est quand je passe ma souris dessus, en fin de compte, vous voyez l'adresse Internet du site sur laquelle vous pointez. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le lire. Si je vous le lis, c'est institutduben.com.br. Voilà, donc, je ne vais pas du tout sur un gouv.fr. Donc, c'est un faux également. Ouais, les premiers faux, c'était Gouv avec 2 V et il y a un grand nombre de gens qui se sont fait donc avoir. Donc là, William illustre parfaitement l'incohérence du message, du contenu, de l'expéditeur. Donc notion d'urgence, inhabitualité, personne inhabituelle et autres. On passe son chemin, on le transfère surtout pas, ce mail suspect. Alors, j'entends certains qui peuvent me dire « Ah bah ouais, mais c'est long, regardez, décrypter ». Il faut savoir que c'est comme un peu le vélo. La première fois que tu en fais, c'est un peu plus long. Et puis, au bout de la 10e fois, ça roule tout seul. C'est-à-dire que ça devient presque un 6e sens. Ça, on sent tout de suite le truc qui va pas. Mais c'est une habitude à prendre. Regardez ces faisceaux d'indices. D'ailleurs, on vous a préparé
Donc là, dans la slide suivante. Alors oui, je voudrais préciser, reviens peut-être en arrière, c'est que si vous avez un doute, vous le supprimez et au pire, vous allez dans le site d'impôts.gouv ou de la personne qui est susceptible de vous avoir envoyé ça. Donc sur le site officiel, donc ça permettra d'être plus sûr de la chose. Voilà. Alors, on va passer très vite parce que là, vous avez un mail avec des indices, qui est un mail sur lequel il y a au moins 7 indices qui présentent et qui nous incitent à être suspects. On peut aller directement, compte tenu que tu as montré les tiens, sur les indices. Est-ce que vous voyez bien moi, je le vois, c'est plutôt bien là. Alors, là, on vous a indiqué les indices qui sentent un petit peu mauvais et qui reprennent les conseils qu'on vous a donnés tout à l'heure. Un mail, on va dire, basique qui s'adresse à tout le monde. Des soucis d'encodage, ces petits carrés que vous voyez avec les accents. La notion d'urgence est reprise. Et quand je passe, comme le préconisait tout à l'heure, vous l'a montré William, sur cliquer ici, eh bien le lien m'envoie sur un site bizarre, je passe mon chemin. Si je suis dans une structure avec en interne un DSI, un responsable de la Sécu, et selon la procédure, je signale et même si j'ai cliqué dessus, je le signale, vous le verrez dans notre dernière slide. Le temps joue pour nous quand on a fait une erreur et puis ça peut arriver. Le risque zéro en la matière n'existe pas, donc soyez détendus par rapport à ça. Je vous ai mis après, normalement c'est le mail que j'ai reçu. Oui, alors là c'est les impôts.gouv. Alors là c'est le fameux cher. Ça c'était à mon compagnon, et on voit là aussi des anomalies, notamment cher prénom, nom, et c'est son adresse email qui figure dans le. Donc là aussi, c'est pas possible. On passe son chemin. Dernier cas de figure, je vous ai partagé ce que j'ai reçu d'un ami qui était à l'époque directeur d'une entité et qui envoie ça à 6 heures du matin, une proposition d'un lien, pas de majuscule au début des phrases, meilleurs vœux. Et quand j'ai vu meilleurs vœux, il faut savoir que vous n'avez pas la date, mais il me l'avait envoyé le 15 février sur LinkedIn. Et le 15 février, ce garçon est un homme très cultivé. Donc, meilleurs vœux après le 31 janvier, j'ai senti que c'était... sincèrement, j'ai failli cliquer parce que par rapport à mon activité, c'était intéressant de voir ce modèle d'offre. Et voilà. Et je suis passé mon chemin et en effet, il avait été piraté. Donc là, je vous ai fait après quelques exemples de fraude externe, mais on va passer très vite. On voit que, y compris les particuliers, peuvent se faire pirater. Et la grosse tendance en ce moment, c'est le changement de RIB. Et les pauvres personnes âgées là dans le couple cité extrait d'un journal, c'était toutes leurs économies pour acheter un appartement et il y a eu un échange de RIB puisque l'hacker s'est introduit dans le système d'information entre le notaire et le couple qui envoyait les fonds pour dans le cadre de la présignature, les fonds sont partis et là je peux vous dire que la procédure de recall, c'est-à-dire que la banque peut appeler, vous savez, la banque destinataire pour essayer de récupérer les fonds. Mais les banques de plus en plus disent aux clients, écoutez, vous avez donné l'instruction d'envoyer ces fonds sur tel RIB, on ne peut rien faire. Il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude avérée puisque c'est vous qui avez donné l'instruction bancaire. Donc, c'est très, très complexe. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil, en tout cas, moi, je le mets à exécution, je ne fais plus d'échange de RIB par email.
Les banques et les notaires se font régulièrement et sont cibles. Et donc nous, et surtout si tel est le cas parce que vous pouvez pas faire autrement, ne mettez pas dans objet RIB Madame Claire ou quoi que ce soit. Voilà, je te propose de passer à la slide panorama des malwares. Voilà, donc deuxième mode opératoire, ces fameux logiciels malveillants qui là aussi ont les mêmes objectifs, se faire de l'argent, espionner et récupérer des données, mais aussi, c'est plus grave, causer des dommages aux entreprises cibles ou non cibles, hein, puisque on le sait maintenant, ces attaques peuvent concerner tout le monde, puisque c'est des attaques comme un modèle économique avec des envois massifs sur des liens. Donc, je peux être demain concerné. J'ai choisi de vous présenter un de ces logiciels malveillants qui est le rançongiciel ou ransomware en anglais. Et là, Christine, là, tu n'as pas le mot en québécois. Et non. Non, il faudrait que je demande à mes cousins canadiens ou québécois. Non, mais je trouve que filotage était bien. Ouais, ça me... Voilà, ransomware, rançongiciel, je sais pas, prends l'accent. Et l'objectif, c'est de faire du mal, d'obtenir de l'argent comme toute attaque, pour la plupart des attaques via le cyber. On envoie ce logiciel, et ça va quoi? Bloquer l'accès de votre ordinateur. J'arrive le matin, j'ai écran noir. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus accès à mes fichiers clients, etc. Et là, sournoisement apparaît un message qui dit écoute, si tu veux la clé de décryptage, de déchiffrement, pour accéder à nouveau à tes données, tu me dois une rançon et je te rendrai l'accès. Donc, il s'introduit, vous l'avez vu tout à l'heure, par le message via un lien, une pièce jointe malveillante, ou aussi en intrusion dans les systèmes informatiques classiques. Alors, comment s'en protéger? Tout d'abord, ne pas payer la rançon. Si vous en êtes victime, c'est ce que préconisent les autorités judiciaires, gendarmes, ne pas payer la rançon et débrancher tout de suite le câble réseau, mais pas le câble électrique de votre ordinateur. Et ne pas bouger et signaler tout de suite. Le signaler selon vos process internes, comme je le disais tout à l'heure, et prévenir bien sûr vos prestataires informatiques si vous en avez, vos parties prenantes, si vous avez un assureur qui vous assure contre le risque cyber et vos banques, ça c'est vraiment la chose à faire tout de suite. Alors, pourquoi ne pas payer la rançon? Comme on le sait, ça alimente le crime organisé qui a besoin de cet argent, et plus ça marchera, plus ils referont des tentatives. Mais quand je paye la rançon, je n'ai pas la garantie d'obtenir la clé de déchiffrement. Dans 20% des cas, les gens payent, voire peut-être un peu plus maintenant. Enfin, je n'ai pas les chiffres à jour, mais en tout cas, dans 80% des cas, en règle générale, on ne leur fournit pas en plus la clé. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas parce que je paye que et derrière, c'est toute une usine à gaz. Je crois que tu en as un peu parlé, William, en introduction, propos introductifs. C'est une usine à gaz parce qu'il faut restaurer tous les fichiers. Ça prend du temps, de l'énergie, etc. Ça a pris des semaines pour la mairie d'Angers. Ça a pris des proportions énormes pour l'hôpital de Villefranche. Donc, s'il y a une recommandation, bien évidemment, c'est d'éviter que la tentative via les réseaux, le phishing, devienne une attaque avérée et n'introduise ce fameux logiciel. Et derrière, en action, si c'est arrivé, il faut absolument réagir très vite avec vos parties prenantes. Et si compromission de votre système et vol de données et fraude avérée, la solution aussi, c'est de porter plainte. Et si j'ai des données personnelles, mes fichiers prospects, mes fichiers avec des données RGPD, on va dire,
il faut que je le notifie dans les 72 heures à la CNIL et aux victimes. Ça, c'est hyper important de rappeler ça. Je vous ai alors, les recommandations aussi, comment s'en protéger, en tout cas des dégâts que ça peut faire, c'est de réfléchir, quelle que soit la taille, à un plan de continuité d'activité. Si demain, je me mets à mon bureau, que tout est éteint, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai bien mis de côté une liste de tous mes contacts? Une liste papier, ouais, comme à l'ancienne, désolée. Est-ce que j'ai bien mes numéros de téléphone? Si mon bureau n'est pas accessible, et ça fait partie des plans de continuité d'activité classiques, ou est-ce que je peux avoir une solution de repli, pardon. Donc tout ça, c'est quelque chose que je travaille avec les chefs d'entreprise, petites ou moyennes, pour réfléchir à mieux sécuriser. Je vous ai fait une dernière slide. Les recommandations, d'une manière générale, cette hygiène du numérique, ces cyber-réflexes, qui font l'objet de mini-ateliers de sensibilisation dans les entreprises, soit en intra, soit en inter-entreprise quand on est trop petit, on peut partager et mutualiser les coûts. Il faut retenir que, et on nous en ressasse tout le temps, protéger vos accès par une gestion de mots de passe robuste. Et qu'est-ce que c'est? Bon, là, on pourrait en parler des heures, mais ça, c'est hyper important. Il faut savoir que il y a des logiciels qui coûtent $10 qui craquent les mots de passe. Si votre mot de passe au-delà ne fait pas les 10 caractères variés et autres, ça sert à rien. On sait aujourd'hui encore au niveau monde que les premiers mots de passe utilisés sont 1, 2, 3, 4, 5. Alors ça change parce que maintenant il y a des fournisseurs d'accès qui les banquiers mettent des doubles authentifications et des obligations à avoir des mots de passe variés. Mais ça, c'est vraiment le cœur aussi du système. Télécharger uniquement sur des applis officielles, évidemment. Mettre à jour mon antivirus et éviter les spots Wi-Fi dans des hôtels non sécurisés. Parce que là, ils peuvent s'introduire très facilement dans votre ordinateur avec le Wi-Fi. Et si je suis en déplacement professionnel et que je peux pas faire autrement, je le fais, j'envoie le fichier, sauf s'il est strictement confidentiel, et je change tout de suite mon mot de passe dans la foulée. Voilà. La bonne hygiène numérique, c'est aussi partager mes usages personnels. Je fais pas des recherches perso sur mon ordinateur pro et inversement. Je prête pas mon ordinateur à mon ado qui va peut-être faire des choses que je contrôle pas. Et puis, sauvegarder mes données, c'est indispensable avec des tests réguliers de restauration. Comment je récupère mes données? Avec qui? Quel prestataire? Parce que si je me fais hacker, j'ai au moins pas tout à reconstituer pendant des mois et des semaines. Maîtrise des réseaux sociaux, ouais, j'évite de mettre que je suis absente pendant 15 jours, et des informations trop personnelles et bien sûr la formation et le bon sens, formation régulière pour en savoir plus et être accompagné. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas trop débordé, 2 minutes, tu m'excuseras William, mais tu avais pris 5 minutes pour toi, donc tu m'en veux pas? Non. Merci beaucoup Christine. On peut encore un petit peu continuer parce que pour l'instant je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas. Moi, ce que je voulais préciser, en plus de tout ce que tu as dit, c'est si un jour vous recevez un mail comme Christine l'a eu, mais elle c'était via LinkedIn, un email de quelqu'un que vous connaissez et que le message vous semble un peu bizarre. Donc certes, c'est un faux, mais ça veut dire aussi une chose, c'est que son ordinateur, il y a plus de chances que ça soit sa boîte mail qui a été piratée. Et si c'est sa boîte mail qui a été piratée, c'est parce qu'il avait mis un mot de passe qui était tout simple. Oui, ou qu'un logiciel a craqué son mot de passe. Oui, mais enfin, si tu veux, le mot de passe, j'ai une expression souvent, déjà, c'est comme une brosse à dents, ça se prête pas.
Moi, je voyais des collaborateurs qui se prêtaient les mots de passe, qui laissaient des post-it, etc. On faisait la chasse au clean desk policy, mais ça dans une banque anglo-saxonne, voilà. No comment, mais c'est comme une porte d'entrée. Si sur mon palier j'ai une porte sécurisée 5 points et que la mienne, que tu as 3 serrures à l'ancienne, l'attaquant, il va aller où? Tu crois qu'il va s'attaquer aux 5 points? Bah non, il va s'attaquer donc à la mienne peu sécurisée. C'est la même chose au niveau des mots de passe. Et il y a plusieurs techniques. On travaille beaucoup des ateliers de mots de passe parce que pour s'en souvenir, merci bien. On dit pas de papier, mais j'avoue humblement que parfois j'ai quand même des petites notes avec moi. Je me fais pas l'avocat du diable, mais je veux dire qu'on est perfectible. Il existe des solutions. Il y a des coffres-forts. Il y a des il y a plein de solutions qu'on travaille avec nos usagers. Il y a plein d'autres solutions. Mais voilà pourquoi il faut des mots de passe solides. C'est qu'il y a des logiciels. Puis vous avez sur vos navigateurs, tous les navigateurs récents, vous avez la possibilité que votre navigateur vous suggère automatiquement un mot de passe fort. Bah ouais, mais alors il y a une polémique là-dessus. Les puristes, notamment l'ANSSI, ils ont le MOOC de la sécu numérique que j'ai fait de nombreuses fois et qui est intéressant, que je vous conseille, dit n'acceptez pas. Comme tu sais, le terme m'échappe, automatiquement enregistrer tes mots de passe sur le fournisseur. Je sais que ça nous est déconseillé. Ça nous est déconseillé et tu as des gens férus en informatique qui disent mais non, avec Google, il n'y a pas de risque, etc. Moi, je suis frileuse par rapport à ça et pas que moi. Une question de Caroline. Si on est en déplacement en train, par exemple, est-ce mieux d'utiliser le partage de connexion avec son propre téléphone que la connexion Wi-Fi du TGV? À 100%, oui, à 100%. En revanche, dans le train, c'est entre guillemets l'espionnage parce qu'on voit tout en fait dans le train, la personne d'à côté, celui qui est en diagonale. Donc, on travaille plutôt des choses qui sont légères et pas sur le budget, business plan et la stratégie commerciale de développement. Mais alors ça, oui, sans aucun doute. Les hotspots, aéroports, hôtels et gares, on fuit. On fuit aussi les clés USB qu'on nous remet sur les salons professionnels. Ah oui. Enfin, c'est de plus en plus rare, ça, quand même. Mais oui. Bah, écoute, moi, j'étais sur 2 salons. J'irai au forum, au FIT prochainement, mais j'étais sur 2 salons. Il y en avait encore qui en distribuaient. Comme je te l'accorde, j'ai eu des chaussettes. Alors ça, c'est en cybersécurité impeccable. Il n'y avait aucun risque. Bon, une question. Naviguer sur un navigateur en mode privé permet-il de réduire les risques d'être piraté? À mon sens, non. Il vous permet d'éviter la traçabilité de vos opérations et notamment le repérage d'Air France si le vol Paris-Calvi vous intéresse pour le mois de juillet et que vous regardez des prix. C'est pour se protéger par rapport à cette traçabilité de vos recherches et pour plus de confidentialité pour éviter de tomber. À mon sens, mais on est loin de la sécurité au sens tunnel qui va crypter ma demande de bout en bout. Puis pour répondre à Jean-Pascal, non, la présentation que vous avez vue aujourd'hui ne sera pas disponible en téléchargement pour des questions de sécurité. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, moi, que si vous pensez aussi une fausse bonne idée, que si vous utilisez un produit de la marque et la pomme, vous êtes mieux protégé, c'est complètement faux, voire même quelquefois vous êtes moins bien protégé. Au dernier hackathon, je crois en hiver en Chine, ils ont piraté un Mac avec un iPhone qui était équipé du dernier version de l'OS et ça a pris 10 secondes.
en cliquant sur un lien envoyé par SMS. Ils ont réussi à pirater l'iPhone, qui lui-même après a piraté le compte iCloud et qui a piraté l'ordinateur, le Mac. Voilà. C'est même pire parce que la mentalité, en fin de compte, des gens qui travaillent sur Mac ne sont pas sensibilisés depuis des années à ces attaques. Et par défaut, un Mac n'a pas de virus, n'a pas d'antivirus plutôt. Un système Windows là, par défaut. Et il est plutôt même très très bon, celui qui est livré depuis quelques années. Donc voilà. Et en fait, le Mac sert plus de plateforme d'échange. C'est-à-dire que la personne ne sera pas tout à fait contaminée parce que le virus ne marche pas sur ce genre de système d'exploitation. Par contre, il va servir à le répandre par la boîte mail de l'utilisateur à tout le monde. Mais bon, comme ça représente que 10% de part de marché, mais que ça augmente de plus en plus et du coup, les hackers les pirates font des virus de plus en plus dédiés au Mac. Voilà. Quels sont les meilleurs antivirus? Il y a plein de tests, vous verrez sur Internet, Christelle. Moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est d'utiliser celui qui est livré avec Windows, Microsoft Defender, qui est dans tous les tests est l'un des meilleurs et qui est gratuit, qu'il est intégré au système, donc il est moins lourd, il alourdit moins le système, donc il suffit déjà amplement. Et méfiance parce que les gratuits, c'est pas l'idéal. Donc dans le journal du hacker, on voyait que les gratuits posent quand même quelques problèmes. Il y en a le deuxième qui est préconisé. Alors après ça varie, mais c'est hide.me, hide.me, et le premier NordVPN, etc. Enfin il y a pas mal, mais la gratuité parfois entraîne. Je ne saurais vous déconseiller celui qui était l'un des meilleurs il y a quelques années, mais il s'appelle Kaspersky. Ah. Et il est d'origine russe, donc on se méfie beaucoup. Alors, que proposez-vous comme antivirus, Carole? Pour Mac. Alors pour Mac, vous avez Fence. En plus, c'est un français, c'est un antivirus français. Attendez, je retrouve son nom. J'arrive plus à trouver le nom du premier pour le VPN. Je l'ai noté quelque part, je ne me souviens plus. Alors pour le VPN ou pour l'antivirus? Ah, c'est l'antivirus, pardon. C'est l'antivirus? Oui. Fence. Si vous avez un site WordPress, c'est WordFence. Et pour Mac, je vous le retrouve. Où est-ce que je l'ai noté? Je vous le retrouve d'ici tout à l'heure, c'est Carole. Carole, sinon je vous envoie un petit mail pour vous le dire. Voilà. J'en profite, donc il nous reste quelques minutes, pour vous parler de le thème du webinaire de la semaine prochaine. Donc ça, c'était aujourd'hui. La semaine prochaine, on aura 2 beaux témoignages d'entrepreneurs qui ont connu des difficultés, voire l'échec. Voilà, ce sera avec notre partenaire, l'association GSC, l'association GSC qui permet d'avoir un revenu en cas de perte de votre activité de dirigeant de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine. Et la semaine suivante, c'est le pont de l'Ascension. Donc il n'y aura pas de webinaire. Je vais pouvoir passer un bon week-end. Au fait, Christine, tu m'invites toujours, non? Où ça? Je sais pas, en Corse. Non, demain c'est en Corse. Oh là là, j'y serai, mais c'est au mois de juin. Je crois que tu as des webinaires au mois de juin, toi. Oui, le dernier webinaire cette saison s'arrêtera le 17 juin. Voilà. Ceci étant, en Corse, oui, ça sera des vacances, mais je vais travailler à distance maintenant, le télétravail le permettant. Donc, tu vois, j'ai des journées. Alors, pour répondre à la question d'un de nos participants, il y a possibilité de vous transférer des fiches réflexes. Si vous voulez, vous me les demandez sur mon site internet ou via LinkedIn. Je pourrais vous partager une fiche réflexe ou vous la retrouvez sur cybermalveillance.gouv. Il y a une fiche réflexe qui est très bien faite. Des fiches réflexes, ça peut être utile. Donc, et ça reprend pas mal d'infos. Sinon, sur mon site www.3c-du6 conseil-sans-s.com. Voilà. Je vous répondrai pas tout de suite comme je pars demain matin, mais voilà. Si vous en avez besoin, ou à William, vous adressez à William directement. Oui.
J'ai retrouvé, Carole, l'antivirus français pour Mac qui est très très bien. C'est Intego. Intego, voilà. I-N-T-E-G-O. I-N-T-E-G-O. Voilà. Antivirus Mac. Bien. Merci à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup, Christine. Merci, William. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, et tout le monde le dit, tout le monde envoie des grands merci, donc c'est très très bien. C'est vrai? C'est vrai, oui. Non, je dis toujours des bêtises, mais quelquefois je dis des choses vraies quand même. Bon. Et puis n'hésitez pas à revenir auprès de William pour faire quelques demandes et je reste à votre entière disposition aussi. Donc ça a été un très très bon moment partagé avec vous tous et je vous souhaite un bel été si on ne se revoit pas d'ici là. À bientôt. Merci Christine. Passez tous un bon week-end chaud et ensoleillé et moi je vous dis donc à la semaine prochaine et d'ici ce soir je vous envoie un petit mail pour pouvoir accéder au replay. Bon week-end. Ciao, bye bye. Bye bye.